L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au Togo. Ferdinand ITG de faire une nouvelle révélation sur le RPT UNIR. Regardons la vidéo. C'est le grand dossier de cela. Et avant d'arriver sur ce dossier, je voudrais partager un certain nombre d'informations avec vous qui sont liées à tout ce que j'ai subi au Togo jusqu'en exil aujourd'hui. Généralement, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, à part ce que vous savez. Juste parce que je n'ai pas envie de partager tout ça tout le temps avec vous. Mais parfois, l'occasion fait qu'il faut partager certaines informations. Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai que on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers, toute forme de danger. Oubliez les questions de prison, ça c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées, parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte, à un moment donné, que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gates en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout. Et puis, je me suis plaint. Je suis plaint à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer, pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité. Et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo, qui on a élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ses partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, coupe électrogène, j'avais le téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche de dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers, et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute, et que des particuliers viennent les chercher, comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information. Il faut que vous mettez ça dans la tête pour savoir comment les choses se passent au Togo. Donc, à Messiame, on a gardé la roue, tout ça. Il y a gardien comme il est. Parce que gardien, on a beaucoup de temps. À
beaucoup de sociétés de gardiennage au Togo, mais beaucoup de sont Johnny. Les gardiens, beaucoup de autres Zanawe en tant qu'agent de renseignement. On les a remis. Mais si avec les doigts, on les rapporter. C'est comme ça que le régime est parfois au courant de certaines personnes, de comment certaines personnes reçoivent des invités chez eux. Donc, on a fait en sorte qu'on puisse trouver quelqu'un qui ne soit pas trop dans ce milieu-là. Et donc, il y a eu un agent de sécurité pendant la durée du projet pour ma sécurité. Et quand je quitte le Togo, après tout ce qui s'est passé là, on a trouvé d'autres fonds avec d'autres organisations pour avoir toujours un agent de sécurité chez moi. Et puis les caméras servent à dissuader. Et quand je suis parti et que j'ai commencé par faire des lives, ils allaient régulièrement à mon domicile pour intimider mon épouse et les enfants. Ils faisaient venir des voitures qui restaient devant le domicile de 23h jusqu'à 2h du matin. Les caméras captaient tout ça. Donc, je reversais ces informations aux ONG, aux ambassades. Une fois, il y a un monsieur qui est venu filmer toute la maison. Les caméras l'ont pris. Et, écoutez très bien. Et par la suite, quand j'ai commencé par faire des lives, mon épouse, quand elle sort, partout où elle allait, elle était toujours suivie. Ils ont acheté les gens dans le quartier des mouchards qui renseignaient. Quand elle va même à l'église, elle est suivie. Quand elle va au marché, elle est suivie. Elle n'était pas libre de ces moments. Les enfants étaient menacés à l'école. Ce sont des choses que je n'ai pas partagées avec vous pendant longtemps. Les enfants étaient tout le temps menacés à l'école. Et un jour, ils ont fait ça 2 fois. Ils ont tenté de s'introduire chez moi. Comme des braqueurs. Après, j'ai appris que l'idée, c'était de venir violer les enfants ou à la limite mon épouse. Ils ont déjà fait ça avec la fille d'un opposant à Bagdad, au Togo. Donc, ils voulaient rentrer par effraction dans la maison, parce que j'ai 2 filles et un garçon, pour agresser la famille, les violer, en se faisant passer pour des braqueurs. Et donc, la première fois, ils sont passés par un voisin à moi qui est en chantier. Ils sont montés à l'étage, ils sont montés par le voisin, ils sont arrivés sur la dalle et ils se retrouvent nez à nez avec l'agent de sécurité. Et ils disparaissent. Ils fuient. La deuxième fois, ils ont voulu passer par un autre voisin. C'est une clôture libre pour escalader. Là, c'était impossible pour eux parce qu'il y avait des fils de fer. Plus tard, je reçois toutes les informations comme quoi c'était le plan pour me faire très mal pour que j'arrête les lives. Il y a d'autres choses qu'ils ont eu à faire que je ne dis pas pour le moment. Donc, chemin faisant, on va avoir le dernier séminaire gouvernemental de Foy Nassimbe. Technique. Là où lui-même s'est exprimé d'abord. Voilà. Alors, le champion des anciens combattants là, le champion des vauriens là, il a fait une publication sur sa page Facebook pour nous dire que, si la technique peut permettre que je lise la publication, que c'était mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut lire ça? Une capture d'écran de la publication elle-même. Ok. Si la technique... ça vient, s'il vous plaît, la technique. Est-ce que tu as ça? Tu peux me retrouver là où il a fait la publication, ce qu'il a écrit. So jari pinto ngba fili ba biami kane mi ane. E biami ga kwa mi to ne pas fort. Je cherche la publication. Excusez-moi. C'est sur la page du président du conseil, c'est ça, non? Je cherche. Présidence du conseil du Togo, voilà. Un truc de merde là. Voilà. Il y a un jour,
Alors, qu'est-ce qu'on lit? Président du conseil. Non, il y a 2 jours. Lui-même, il a fait une publication sur sa propre page. Voilà, c'est sur sa propre page que je vais chercher ça. Voilà. J'ai ouvert ce jour, donc il y a 2 jours, donc ça doit être jeudi ou mercredi, le second séminaire gouvernemental de l'année dédié au levier d'accélération du développement du Togo. Une ambition nous rassemble. Doubler le niveau de vie moyen et réduire la pauvreté à moins de 15% d'ici 2040. Pendant 2 jours, le séminaire combinera la présentation d'éléments de diagnostic menés avec l'appui de la Banque mondiale, les interventions gouvernementales, les expériences des pays ayant réussi leur transformation économique rapide, tels que le Vietnam, l'île Maurice, la Corée, l'Indonésie. Notre méthode est claire. Anticiper, aligner, exécuter, mesurer. C'est l'exigence d'une gouvernance de résultats au service d'un développement inclusif et durable. Voilà. Et donc, ça, c'est le poste de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos techniques? Si vous pouvez défiler les photos. Puisque Faure Gnassingbé, après 21 ans au pouvoir, après avoir vendu le DRSP, ou bien le DSRP, le DSRP, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi. Après nous avoir vendu le SCAP, après nous avoir vendu la vision 2030, le PND, il sort de son chapeau magique un nouveau concept, vision 2040. Et il nous dit que lui, il a invité dans un séminaire gouvernemental. Et tout ce qui se passe au Togo est inquiétant aujourd'hui. Il y a même un jeune avocat, je pense maître Bokodje, qui a écrit il y a 2 mois au bâtonnier pour attirer son attention de la dégradation de la situation des droits de l'homme au Togo. J'ai acheté ce livre-là. Vous voyez ce livre-là que je suis en train de lire. C'est un très, très, très bon livre de maître Éric Dupond-Moretti. Un très bon avocat en France. L'un des les plus en vue ici en France. En tout cas, un avocat très respecté. Il était, il n'y a pas longtemps, à la chancellerie, ministre de la Justice. Mais ce sont des gens qui sont sur les médias. Ce sont des gens qui sont sur les médias pour prendre position, pour se prononcer sur les questions de liberté, sur les dérives de la société, sur des réformes qu'il faut faire dans la société française. Il a été au gouvernement. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il a retrouvé sa liberté de ton. Il est sur les médias. Il parle. Il donne de la voix. La dernière fois, qu'est-ce que je l'ai entendu dire? Dans une démonstration qui m'a quand même épaté. Il y avait l'ancien premier ministre, Édouard Philippe. Quand Macron avait quelques soucis, qui a envoyé des flèches à Macron en disant oui, Macron doit démissionner, Macron doit faire ci, Macron doit faire ça. Et Éric Dupond-Moretti est sorti, il dit, la France est connue quand même pour être un pays de régicide. Mais pour autant, Édouard Philippe, qui a été une fabrication de Macron, et qui prétend, ou bien qui a l'ambition de gouverner la France demain, ne peut pas, pour des raisons juste politiques, venir affaiblir la fonction présidentielle en demandant la démission de Macron, sachant qu'un président qui est élu, il est élu pour 5 ans. Quand demain lui sera au pouvoir, et qu'il lui aussi va commencer par faire des conneries, mais quelqu'un d'autre aussi va se lever pour dire, il faut qu'il démissionne. Et donc, cette façon de faire, c'est une manière de discréditer la fonction présidentielle. Et pour un prétendu à la fonction présidentielle, il pense que ce n'est pas de bonne loi. J'ai trouvé cette démonstration formidable. C'est des gens, quand ils prennent la parole pour s'exprimer, vous avez envie de les écouter. S'ils font des interviews, vous avez envie de lire, d'apprendre quelque chose. Au Togo, les avocats, ils sont dans les arrangements avec le pouvoir. Les bitos, les faux dossiers, les trafics de dossiers avec les magistrats et les notaires. C'est dans ça qu'ils sont forts. Comme ils portent, et comme la plupart d'entre eux, ils portent la robe noire
Et ils portent l'autre robe aussi, puisqu'ils sont tous dans la loge, sinon la plupart, ils n'ont pas de limite dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas de limite parce qu'ils se protègent. Je connais plein de Togolais qui ont été brimés, qui ont été escroqués par des avocats et qui ont porté plainte au bureau du barreau, qui ont déposé des plaintes là-bas au barreau. Jamais ces plaintes n'ont connu de suite. Je connais des Togolais qui ont été abusés par des avocats. Moi, je prends un avocat pour me défendre et en cours de procédure, il va s'associer avec mes adversaires, il prend de l'argent et puis il ne vient plus au procès. Alors que moi, je lui ai déjà donné de l'argent. Il va prendre l'argent chez l'adversaire pour me noyer. Dans les questions de succession avec les notaires, il y a plein d'avocats qui ont les mains sales. Des familles entières ont déposé des plaintes devant le barreau. Jamais ces plaintes n'ont été instruites. Et ces avocats bénéficient de l'impunité totale. Parce que le pouvoir les tient par les dossiers aussi. Ils sont dans les affaires de terrain. Ils sont dans les affaires de double vente de terrain. Ils sont dans les affaires de succession. Ils sont dans les affaires de je ne sais quoi. Vous les retrouvez toujours quelque part. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que vous ne les voyez jamais prendre la parole publiquement pour défendre la veuve et l'orphelin. Or, le métier d'avocat est un sacerdoce. Donc, aujourd'hui, leur prouesse, c'est de faire venir tous ces avocats Lomé pour faire leur raout, comme ils ont l'habitude de parler dans leur loge,